Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de nous intéresser au coaching par le jeu. Est-ce un gadget ou un outil potentiel que le coach peut proposer à son client ? À vrai dire, il y a une multitude de jeux possibles dans un coaching. Le coach peut l'utiliser dans un accompagnement individuel ou collectif. Dans les deux cas, les règles du jeu sont là pour donner le cadre dont le coach est le garant, et ce dernier facilitera les prises de conscience du client lors du débriefing. Pour parler du ludo-coaching, je reçois Arnaud Constancias. Cet ancien banquier d'affaires, diplômé de Sciences Po, a fait un virage professionnel complet autour de ses 40 ans. Devenu formateur puis coach, il s'intéresse de près aux jeux dans ses accompagnements et va même contribuer à en créer certains dont il nous parlera. Le temps passe puis il se forme à la supervision et co-crée une association représentative des superviseurs en France. Il reviendra sur cette aventure et ce sera aussi l'occasion pour moi de lui faire évoquer les situations types auxquelles les coachs qu'il supervise sont confrontés et les conseils qu'il leur prodigue. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel, et je vous propose d'embarquer pour un nouveau parcours de coach riche en retours d'expérience, partage et en recettes pour réussir dans le domaine de l'accompagnement. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Arnaud Constancias, bonjour. Bonjour David. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7-8 ans ? Je n'en ai aucun souvenir. Je ne pense pas avoir eu justement un métier de prédilection, une vocation, quelque chose de prégnant. Et tu vois, j'en ai aucun souvenir. Et du coup, c'est amusant parce qu'effectivement, j'ai fait des métiers différents. Peut-être un petit peu aussi sous le coup des opportunités plus que d'un réel désir de tracer mon sillon pour réaliser mon rêve. Est-ce que tu te souviens les qualités que tu avais enfant ? Plutôt facile à vivre, plutôt sociable. Voilà, plutôt à l'écoute, je crois, finalement, oui. Et les études alors, comment ça s'est passé ? Les études, ça s'est plutôt bien passé, je pense. J'aimais bien ça. J'aimais beaucoup lire et j'aimais bien l'école. Le côté intellectuel protège un petit peu des émotions. Je pense que j'étais un enfant très sensible. Alors donc tu passes le bac, après le bac Sciences Po Paris. Que j'ai beaucoup aimé ces études, le côté large, macroéconomique et puis voilà, avec une certaine hauteur. Et à partir de là, tu rentres dans la finance directement ? Non, j'ai fait un DEA de droit des affaires anglo-saxon comparé. Donc ça a rajouté un vernis un peu international à ton parcours. Tout à fait. Et à partir de là ? Et à partir de là, je suis entré dans la banque. Là encore, c'était pas vraiment une vocation. Je cherchais quelque chose, peut-être qui était préparatoire à autre chose finalement, mais qui permettait de garder un petit peu une vue comme ça de haut sur les choses. Et puis le côté relationnel était important. Le même jour, j'ai failli travailler à la direction juridique de EDF. C'était l'époque des centrales nucléaires, il y avait beaucoup de choses autour. Et puis finalement, c'était la banque et j'ai choisi ça. Et c'était banque d'affaires ? C'était une banque d'affaires, oui, une banque d'affaires très française. Elle n'existe plus, c'était la banque Worms du temps d'Indosuez, Paribas et Worms. Donc avec, je dirais, un petit peu comme dit Perfit, le mal français, c'est-à-dire quand même beaucoup d'ego, des gens brillants, mais quand même beaucoup de querelles et une ambiance qui s'en ressentait du coup. Après, tu es parti dans des banques internationales ? Oui, et j'ai respiré. J'étais dans une banque anglaise, je me suis senti très libre. Et puis ensuite dans une banque japonaise où j'étais très heureux. Alors c'était pas du tout le monde d'Amélie Nothomb, hein. J'étais au contraire très très à l'aise. J'aimais bien aussi la littérature japonaise, j'aimais bien le côté aussi implicite de la culture. Et cette distance, cette réserve aussi des Japonais, je crois qu'ils m'ont bien aimé, je les ai beaucoup aimés. Et tu avais donc des postes à responsabilité, j'imagine ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, dans la banque japonaise, j'étais Deputy General Manager, donc je m'occupais de tout ce qui était ce qu'on appelle business promotion, en gros le monde des affaires, et on faisait beaucoup de choses parce que on faisait à la fois du financement de projets, on faisait du financement de collectivités locales, financement d'aviation, financement structuré donc. Oui, du financement structuré absolument, et puis des grands projets comme Eurotunnel, Euro-Disney, et j'ai participé à la restructuration des crédits d'Euro-Disney, ce qui était très intéressant parce qu'il y avait quand même 52 banques. Les banques japonaises, il y en avait 12 ou 13. Nous étions chefs de file et donc il fallait à la fois convaincre ces 52 banques d'une restructuration importante qui n'était pas facile à comprendre, on va dire. Et expliquer ça à des banques régionales japonaises, c'était pas simple. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de devenir coach ou de t'orienter vers autre chose ? En fait, ça s'est fait rapidement, mais a posteriori avec une préparation très longue. Aux alentours de la trentaine,
j'ai eu une passion pour le développement personnel, la connaissance de soi. Et la même année, j'ai entrepris une démarche thérapeutique plutôt jungienne, qui a duré une dizaine d'années. J'ai commencé la même année le yoga, et la même année, j'ai commencé le chant aussi. Et donc, c'était vraiment prendre la chose par tous les bouts, si je peux dire. Hein. Dimension psycho-corporelle. Voilà, absolument. Alors, sur ce chemin de découverte de toi, tu découvres l'envie aussi d'aider les autres à se découvrir. Comment ça s'est passé ? Oui, il y a un petit peu toujours le prosélytisme des gens qui adorent quelque chose et qui veulent convaincre les autres. Terrible avec celui qui arrête de fumer, qui veut que tout le monde s'arrête. C'est ça, c'est assez agaçant, mais on tombe toujours dans le piège. Et c'est vrai qu'à un moment donné, vers la quarantaine, les banques japonaises commençaient à aller un petit peu moins bien. J'avais fait plein de choses et un peu tout. Et j'ai eu une opportunité, en fait, un ami qui avait sauté le pas un peu avant, qui avait créé une boîte de formation, puis qui m'a demandé de le rejoindre. Au début, j'ai dit OK, mais j'étais pas prêt. Et au bout d'un an, j'étais prêt et je suis arrivé à ce moment-là. Donc tu l'as rejoint, mais en tant que formateur. Absolument, consultant formateur. On concevait des modules de formation pour des grandes entreprises plutôt, et des formations, je dirais, à la vente commerciale, des formations managériales, puis des formations aussi au stress. Notre but, c'était pas du tout de faire des formations techniques de banque, mais vraiment des formations comportementales, et on les créait, on les concevait en écoutant les besoins du client, et puis on les a mis en œuvre, et ça a plutôt bien marché assez vite. Alors, c'est à quel moment que tu suis une formation de coaching ? J'ai pas commencé tout de suite par la formation, en fait. J'ai une amie qui faisait des parcours de dirigeants avec le moyen du détour culturel. Christine Caillol, elle a été vraiment pionnière dans ce domaine-là. Elle faisait des parcours de cadres dirigeants, notamment de France Télécom, dans lequel elle m'a invité. On étudiait Henri V de Shakespeare et la notion de charisme, d'autorité autour de ça, et auprès de cadres dirigeants. J'ai participé à ces formations et puis surtout, il y avait aussi du coaching individuel. C'était un coaching sur un thème donné. Il était obligatoire d'une part et ensuite c'était sur le terme de l'autorité du discernement. Alors qu'ils sont tous polytechniciens pour la plupart, donc c'était quand même assez culotté, je trouve. Ils se sont prêtés au jeu. Mais donc toi, à ce moment-là, tu étais observateur, c'est ça ? J'étais coach. Et tu avais été formé sur le tas, en quelque sorte ? J'avais pas été formé du tout. On a dit, voilà, il s'agirait d'un accompagnement individuel sur ce thème-là. Est-ce que tu te sens de le faire ? Et étonnamment, j'ai dit oui. Et étonnamment, ça a bien marché. Aujourd'hui, je sais pas si on me l'a proposé, si je le ferais. C'était vraiment des fonctions très variées. Hein. Il y avait le directeur de la recherche et du développement, des directeurs opérationnels, voilà, différents niveaux de management. Là, j'ai fait mon métier, quoi. Enfin, c'est là où j'ai appris un peu le tout terrain à travailler le coaching. Ce qui m'a aidé, je pense, c'était d'une part la confiance qu'on m'avait donnée. La confiance que j'avais quand même sans doute à l'intérieur, notamment pour tout ce qui était les aspects psychologiques. À quel moment tu te dis, tiens, je vais peut-être faire une petite formation quand même, ou une grande d'ailleurs ? À un moment, je me suis dit, puisque ça me plaît bien, faisons ça sérieusement. Et donc, je me suis renseigné, j'ai vu, il y avait quelques formations privées, International Mosaïque existait, Transformance. J'ai plutôt opté pour le DESU de Paris 8. J'ai beaucoup aimé cette formation aussi. Et le fait d'avoir une expérience déjà était en plus très aidant. Et du coup, à cette période, tu avais quand même une multi-activité. Tu faisais, si je comprends bien, de la formation, du coaching, du consulting. Oui, j'avais même commencé, je crois, du coaching d'équipe, de l'accompagnement d'équipe. Et du coup, la part de coaching dans tes différentes activités, ça représentait à peu près... La formation faisait la majeure partie, le coaching, ça devait faire 20-25%, quelque chose comme ça. Avec l'accompagnement d'équipe, ça ferait 30, je dirais. Ce qui était bien parce que, je dirais, du coup, ayant la sécurité financière des formations, ça me permettait aussi de dire oui ou non à un coaching. Du coup, Arnaud, à quel moment tu t'intéresses au jeu, au coaching par le jeu ? J'avais une amie que j'ai toujours, qui s'appelle Brigitte de Saint-Martin, qui avait créé une société qui s'appelait Ephata, ça veut dire ouvre-toi en araméen. Elle faisait de la formation aussi, mais avec les outils de créativité. Les outils de créativité, tu peux nous donner un exemple ? C'était comme le scénario catastrophe, plein d'outils pour, je dirais, mettre en scène différemment une formation, un accompagnement. Je travaille avec elle et je suis formé par la même occasion. Et c'est vrai que j'utilise assez vite ces outils-là. Je les transpose pour les accompagnements d'équipe. Une équipe, une direction financière, un COMEX, etc., qui doit être accompagné. Et je trouvais que c'était vraiment très pertinent de le faire par une approche ludique, plus sexy et plus agréable à animer, en utilisant plutôt justement une technique de facilitation, donc assez proche du coaching. Donc.
Tu commences effectivement à t'intéresser, à trouver des moyens détournés, différents d'accompagnement. Tout à fait. Et alors le jeu, il intervient à quel moment ? Alors le jeu proprement dit, il intervient plus récemment, quand je me suis associé avec Manuel de Souza et Anna Edry dans une société qui s'appelle Souriez-vous manager. C'est le titre d'un livre qu'ils avaient écrit tous les deux sur les nouvelles tendances du management. On se rejoint de façon un petit peu à la fois prosaïque et amicale. On avait besoin chacun d'atteindre une masse critique. Et en même temps, c'est deux amis de longue date. Chacun avait des parcours différents. Eux, ils étaient plutôt marketing. Et ils en sont venus à la formation aussi. Et eux avaient créé un premier jeu qui s'appelait Valeurs ajoutées, qui est un jeu de cartes génial sur les valeurs, justement, avec des dessins d'enfants. Et des légendes avec quelques questions de coaching déjà. C'est un jeu qui était très bien pour travailler sur les valeurs communes ou valeurs orphelines pour une équipe, pour se présenter, pour travailler sur les sources des résistances au changement. Quand une de mes valeurs est affectée, évidemment je réagis. C'est un jeu qu'on peut utiliser en individuel, en coaching individuel et en coaching collectif. Les jeux que nous faisons sont des jeux simples justement d'appropriation. Il y a plusieurs jeux et en tout cas c'est beaucoup de jeux des jeux de cartes en fait. Oui, beaucoup de jeux de cartes, parce qu'on aime bien ce côté touché, ça reste physique. Et c'est vrai que les cartes, on les tripote, on les dispose, on les change. Il y a quelque chose. Ça permet aussi de créer de la mobilité dans un espace de formation, par exemple. Il y a l'aspect aussi appel à l'imaginaire et au symbolique et à l'inconscient. Et un outil de communication pour des personnes qui sont pas à l'aise parfois avec les mots et qui sont plus avec l'image. Donc ça a beaucoup de fonctions vraiment aidantes pour un coaching ou pour un accompagnement d'équipe. Au-delà de l'aspect ludique, il y a quand même un côté très sérieux. Il y a un gros travail qui est fait sur le sens qui est apporté par ces jeux. Alors, valeur ajoutée, c'est un point important. Il y a feeling sur la notion d'émotion. Et c'est vrai que le jeu des archétypes, lui, travaille plutôt sur les énergies archétypales. Et donc c'était une dimension qui doit être prise en compte par le coach, parce qu'on accompagne quelqu'un sur une palette de dimensions importantes, je trouve, pas simplement cognitive ou intellectuelle, mais aussi donc émotionnelle, symbolique et énergétique. Passer du monde de la finance, qui est un monde très feutré, mais aussi assez sérieux, arriver au coaching, où il y a plus de créativité, il y a eu ce glissement de terrain, cet assouplissement. Oui, alors c'est un glissement de terrain ou un retour aux sources, peut-être à l'enfance justement. Mon parcours thérapeutique, il a beaucoup travaillé justement sur la réappropriation de mes émotions. Et donc c'est sans doute un retour aux sources, c'est l'enfant intérieur. Alors par la suite, je ne sais pas si tu crées tout seul ou si tu contribues à créer l'association Professional Supervisor Federation, donc l'association des superviseurs, l'envie de remettre du cadre, là où il n'y en avait pas à l'époque. Tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de la création de cette association ? Oui, il y a toute une histoire. Je dirais en termes d'évolution, donc j'avais fait la formation coaching, après je me suis fait accréditer par la Société française de coaching, d'abord comme associé, puis ensuite comme titulaire. Et puis la supervision est venue. Alors là, pour le coup, c'était pas comme le coaching, elle n'est pas venue d'abord en faisant et ensuite en encadrant, elle est venue par une formation. J'ai suivi une des premières formations à la supervision, qui était une formation à supervision systémique. En fait, c'est surtout le côté systémique qui m'intéressait. J'avais pas l'ambition d'être superviseur, en tout cas consciemment. Dans cette formation, il était préconisé, bien sûr, d'accompagner, de faire des supervisions. Donc, j'ai commencé avec quatre supervisions. Et puis, ça m'a plu, ça a bien marché. Et à l'issue de cette formation, on faisait tous l'observation qu'il n'y avait pas de syndicat ou d'association pour les superviseurs. Et que c'était un manque, qu'il y avait des choses à faire aussi pour l'activité ou le métier de superviseur. C'était une pratique et c'était pas un métier. Et d'ailleurs, il y a eu des débats, et j'ai été un peu promoteur de débats un peu houleux à la Société française de coaching sur justement formation ou pas formation, métier ou activité. Et il y avait des débats très importants et pas mal de résistance par rapport à ça. Nous étions 7 ou 8 anciens de cette formation. Donc on a créé PSF pour aider, je dirais, cette activité à se situer. Alors, on peut peut-être parler des axes de PSF. Il y avait l'envie de professionnaliser le métier, le souci et la passion de la déontologie et de l'éthique. Alors, j'ai trouvé génial que vous puissiez être passionné par ça. Et c'est pas fini, plaisir et nécessité du partage et du savoir. Donc c'est extrêmement ambitieux en fait. Oui, c'était plutôt ambitieux, mais je pense qu'il y avait un besoin et j'ai pas ressenti une ambition. Voilà, ça s'est fait.
C'est en quelle année ça? Ça fait 7-8 ans, je dirais. Et il y a combien d'adhérents aujourd'hui? Combien de superviseurs en France qui sont adhérents de l'association? C'est pas un monde très très important, le monde des superviseurs. Surtout qu'on est une association de superviseurs de coachs et pas seulement, mais quand même principalement de coachs. Donc je sais pas les chiffres récents, parce que je suis plus président. J'étais président 2 ans. Je pense qu'il y a une cinquantaine, quelque chose comme ça. Tu as une idée de combien ça représente en pourcentage de cette activité, de ce métier? C'est vrai qu'ils sont si nombreux. Il doit bien y avoir 300 ou 400 superviseurs, mais je dirais pas tellement plus. Donc pour l'instant, il y a encore un travail d'évangélisation. Enfin, il faut encore convaincre, j'imagine, pour cette association. Bien sûr, parce que le monde de la supervision, c'est un monde très éclaté, avec des personnalités, certaines très connues, d'autres pas, mais il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que la supervision. Il y a l'inspiration analytique, de la psychanalyse. Je pense que ceux qui sont les coachs d'inspiration analytique ne voient pas du tout la supervision de coach comme un métier qui demande de se former. Il y a encore des débats. Il y a des débats encore. Ça fait une dizaine d'années, si je comprends bien, que tu supervises des coachs. Quelle est ta perception des problèmes que les coachs, notamment les jeunes coachs, peuvent avoir aujourd'hui? Alors tu as raison de parler d'âge, parce que les coachs, en fonction de leur niveau de maturité, ont des besoins différents dans supervision. Bon, il y a le coach débutant, celui qui fait ses études, qui lui a besoin surtout de pratiquer et de réussir son mémoire. Le coach débutant, il a vraiment des enjeux forts. La supervision est particulièrement importante au début du métier, même si on n'a pas beaucoup de clients. Et donc on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Tout à fait. Et il y a beaucoup de jeunes coachs qui, du coup, n'ont pas recours à la supervision. Et je pense qu'ils ont tort. C'est un booster parce qu'il permet déjà de se dissocier de sa formation, tout en gardant les éléments centraux, mais aussi de s'en départir pour s'autonomiser et se singulariser. L'enjeu, c'est de leur donner confiance, de les aider à trouver leur identité, et de savoir la marqueter aussi, les aider à prendre leur envol. Quelles sont les autres difficultés auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils viennent te consulter, te voir? La question toujours, malgré tout, clinique. Ils arrivent avec des cas, ils arrivent avec des problèmes, des situations. Qu'est-ce que je fais la prochaine fois? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comme je pratique la supervision depuis une dizaine d'années et que j'accompagne pas mal de coachs, jeunes ou matures, les problèmes cliniques qu'ils avancent, l'origine est souvent liée à un cadre mal défini ou pas tenu. Ça doit être assez passionnant en tant que superviseur, parce que là, tu es au-dessus du moteur avec lui, et tu lui dis, tu pourrais peut-être en tant que mécanicien faire ça, ou c'est ça? C'est le rassurer, c'est lui laisser découvrir des options alternatives, c'est voir aussi ce qui en lui, quelle est sa part qui appartient à lui, et l'aider justement à développer sa réflexivité encore, son développement personnel et à déployer son potentiel de coach. À travers les supervisions individuelles et collectives que tu peux être amené à faire, tu as aussi, en plus de ta propre pratique du coaching, une perception sur l'évolution du métier. Comment ça a évolué sur les dernières années? Alors ça a évolué bien et moins bien. Bien parce que la pratique s'installe, de plus en plus d'entreprises y ont recours, de façon en plus explicite. Maintenant, c'est plus naturel. Et puis je pense que ça descend un peu la hiérarchie. Avant c'était les cadres dirigeants, les managers de managers, maintenant ça commence à être parfois les managers de proximité. Donc ça c'est une bonne chose. Ce qui va moins bien c'est pour les coachs, c'est qu'il y a plein d'écoles de plus en plus et donc il y a beaucoup de coachs et trouver sa place c'est de plus en plus difficile et arriver aujourd'hui dans ce marché que je dis mature d'une certaine façon parce qu'il y a quand même maintenant une trentaine d'années, c'est pas facile. C'est vraiment compliqué. Et puis évidemment, il y a aussi le fait que comme ça marché mature, les directions des achats sont intervenues, les grandes entreprises passent par des appels d'offres. Donc si je suis un petit coach tout seul qui vient de naître, c'est difficile. Donc la supervision est d'autant plus importante justement pour l'aider à trouver sa singularité. Il y a une partie du métier qui se banalise, on peut le faire en ligne, à bas prix. Il y a une ubérisation du métier, Il y a des plateformes qui proposent même des parcours standardisés qui peut être proposé à des prix qui défient toute concurrence. Ouais. Il y a un défi sur les prix, Il y a aussi une question à ce niveau-là. Absolument, et c'est plus facile de maintenir des prix assez élevés quand on a de l'ancienneté que quand on commence. Du coup, la question qui me vient, c'est comment en vivre ? Quel conseil tu pourrais donner à des jeunes coachs en fait ? D'avoir éventuellement une autre activité ou d'autres activités, ça peut être du coaching d'organisation, du coaching d'équipe, du coaching individuel, ça peut être de la formation. Et puis de se dire qu'il faut avoir une activité commerciale intense. Pour la plupart des coachs, c'est pas leur frame of mind. Ils sont pas à l'aise avec ça. Faut avoir aussi travaillé son rapport à l'argent. Et ça, c'est un sujet que je travaille souvent en supervision. Oser demander une rétribution légitime de son travail.
Ah oui, le syndrome de l'imposteur est jamais vraiment loin. Absolument, absolument. Alors du coup, Arnaud, il y a quand même quelque chose dans ton parcours qui est assez symptomatique pour moi, c'est que tu sais très bien t'entourer. Tu as su, à des moments très précis, trouver les partenaires, les associés pour créer, construire, bâtir. Quel conseil tu donnerais à des coachs qui, encore une fois, débutent pour savoir s'entourer? Qu'est-ce qui, instinctivement, te vient comme conseil que tu pourrais leur donner? D'abord, je pense que c'est bien d'être entouré. Être seul dans ce métier, c'est difficile. Et ça peut être des réseaux, différents réseaux. Il y en a pas mal, hein. Et c'est important justement de puiser de l'énergie et de travailler un peu en meute parfois, hein, pour des gros appels d'offres. Comment tu arrives à trouver l'équilibre avec toutes ces activités? Peut-être que les unes permettent de se ressourcer des autres, en fait, hein. J'aime bien l'individuel et le collectif. Et je crois que j'ai vraiment une organisation peut-être un peu intuitive de la gestion du temps. C'est intuitif, hein. Et je sais que par exemple une formation, je termine toujours à l'heure. Enfin, j'ai une espèce d'horloge interne qui fait que je suis jamais débordé par le temps. Alors on arrive sur un questionnaire que moi j'aime bien poser dans les entretiens. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier? D'un garçon qui avait mené une équipe trader à New York et qui revenait au siège dans un monde plus politique, plus policé et avec une manager femme alors qu'il avait travaillé plutôt dans un monde d'hommes, hein. Et puis c'est un coaching justement de 6 séances, donc très court et très ambitieux. Toutes ces relations qui étaient conflictuelles, on sentait qu'il y avait beaucoup d'agacement de la structure et que même s'il était très bon, il y avait un risque pour lui. Il y avait beaucoup d'enjeux. Et ça s'est vraiment bien passé en peu de temps. Et alors c'était le bon moment, la bonne personne, la bonne alliance, et il est allé très loin en fait, en peu de temps, donc c'est assez marquant, quoi. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client? Alors que c'était pas forcément la demande initiale, hein, ça pouvait être la demande sous-jacente qui est venue après, mais est-ce qu'il y a un thème qui t'a surpris toi-même? Oui, je pense à un auditeur dans un des Big Five et on a travaillé pas mal sur ses compétences de photographe. Il étouffait un petit peu dans son poste, l'objectif c'était de changer. Et finalement, on a vu qu'en se réappropriant cette passion, eh bien il est resté. Et donc oui, on avait un aboutissement surprenant. Et ça lui a permis d'apporter une sorte de bouffée d'oxygène. Et d'atteindre un équilibre. Toujours, on en revient toujours là. Qu'est-ce que tu aimerais que les clients que tu as eus disent de toi? Qu'ils ont atteint leurs objectifs. Ça, c'est un point important. Le coaching, c'est tout simplement aider quelqu'un à atteindre ses objectifs. Et on fait beaucoup de choses autour de ça. Et notamment les jeunes coachs, qui ont souvent un projet, d'aider. L'objectif, c'est d'atteindre simplement les objectifs. Et parfois, les objectifs, ils sont petits ou grands, mais c'est ça. Quelle serait la première décision si tu devenais président d'une organisation représentative de coach? Quelle qu'elle soit, hein. Je vais répondre un peu à côté de ta question. Je trouve qu'il manque sérieusement dans le débat une parole de coach dans le monde de la pandémie, des impacts sur le travail et le télétravail. Je trouve que les coachs ont un mot à dire sur ce qui se passe en ce moment au niveau du travail. Ils sont à la fois très proches et observateurs et externes. Donc je trouve qu'ils auraient des choses intéressantes à dire. Et c'est dommage qu'on entende des philosophes, des psychanalystes, mais pas de coachs sur ce sujet. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours? Comme je te dis, j'avais pas forcément de vocation au début, donc j'ai été surpris par mon évolution moi-même. Mais du coup, en termes professionnels, j'ai fait ce que j'ai pu au moment, quoi. Donc tu referais le parcours le même? Non, j'essaierais d'aller plus vite vers vers cette deuxième partie de carrière, quand même. Quelle est la musique qui pourrait incarner symboliquement ton propre parcours? Quand tu m'as posé la question sur la chanson, il y a La vie en rose qui m'est venue comme ça. Donc il faut trouver après pourquoi. C'est toujours là. Mais je vais trouver. Ce que je te propose en fait, Arnaud, c'est qu'on va l'écouter, vraiment. D'accord. Est-ce que tu as une version particulière que tu aimerais écouter? Il y en a eu beaucoup, mais celle que j'aime bien, c'est celle de Grace Jones. Oh, il me prend dans ses bras, il met pas le dos bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entre dans mon cœur une part de bonheur dont je connais le cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là je rêve pour la vie. Donc sorti en 1977, 30 ans après Édith Piaf. Pourquoi ce choix? Pour plusieurs raisons. Je pense qu'une chanson qui est très internationale, parce qu'elle a été chantée
par tout le monde. Il y a l'amour, on ne peut pas faire ce métier sans amour. Et puis, il y a surtout une notion justement de forme de gaieté des années 80, de danse, d'être heureux, de sourire. Et par rapport au coaching, est-ce que tu veux que les clients que tu accompagnes voient la vie en rose après l'accompagnement ? S'ils peuvent le voir un peu plus en rose, c'est quand même bien. Oui. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cet entretien. Je t'en prie, merci David. Parcours de coach. Merci pour votre attention. Votre série Parcours de coach est notamment disponible sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast et bien d'autres, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez vous abonner à nos 2 séries de podcasts, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Un épisode de chaque série tous les mois. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.